Donc ce phénomène, il nous dit que pour des échantillons de même taille, des échantillons différents, on va observer une fréquence différente. Ça s'appelle la fluctuation d'échantillonnage. Alors l'exemple, eh bien, on l'a déjà vu. On a vu que les fréquences des échantillons 1 et 2, dans les deux exemples précédents, n'étaient pas les mêmes. Donc à chaque fois qu'on va tirer un échantillon, on va avoir des fréquences différentes. Maintenant, la question qu'on va pouvoir se poser, c'est dans quelle mesure ces fréquences vont être différentes. Et dans quelle mesure ces différences vont nous permettre de généraliser le résultat à l'ensemble de la population, de dire qu'effectivement ce sondage est pertinent et qui va permettre de nous donner une bonne idée des intentions de vote globales. Ou bien que lorsqu'on lance un dé, d'observer est-ce que vraiment ce dé il est normal ou est-ce qu'il est truqué. Donc c'est des questions qu'on va se poser par la suite. Alors on avait déjà vu en introduction quelques éléments de réponse, mais de manière plus formelle, il y a premièrement la loi des grands nombres. Qu'est-ce qu'elle nous dit la loi des grands nombres? Elle nous dit que plus la taille de l'échantillon augmente, donc plus on prend un n grand, et plus la fréquence observée va se rapprocher de la probabilité. Dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire pas toujours, mais la plupart des cas, combien, etc., ça vous le verrez les années prochaines, mais pour l'instant, juste dans la grande majorité des cas, eh bien, plus l'échantillon, plus la taille de l'échantillon, c'est-à-dire n, va augmenter, et plus les fréquences observées vont se rapprocher de la probabilité, et moins les fréquences seront dispersées, c'est-à-dire la fluctuation d'échantillonnage sera moindre. Donc pour n grand, on retient que eh bien, la fréquence observée va se rapprocher de la probabilité. Bien sûr, si on fait grandir n jusqu'à atteindre la taille de la population, ça deviendra une certitude. On sera sûr que c'est la fréquence observée, la fréquence observée, ça sera la probabilité. Alors l'exemple, eh bien, on l'a déjà vu en introduction. Vous n'êtes pas obligé de reprendre tous les éléments, mais prenez quelques exemples. Eh bien, vous voyez que la fréquence observée d'une issue, ici de 1, eh bien, elle va, en général, elle augmentera, dans la majorité des cas, elle augmentera avec la taille de l'échantillon. Vous voyez, ici, les barres sont assez proches de la probabilité, qui est là-bas en rouge, lorsqu'on augmente la taille de l'échantillon. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. On va avoir des cas où on va avoir une grande taille d'échantillon, mais la fréquence observée sera pas forcément toujours proche de la probabilité. Donc on avait vu en introduction, dans notre simulation, que eh bien, plus on augmentait la taille de n, plus l'écart se réduisait. L'écart entre la fréquence et la probabilité. Certes, mais on a vu autre chose, on a vu que cet écart était majoré par une fonction, qui était 1 sur racine de n étant la taille de l'échantillon. Donc, on peut dire que pour une taille d'échantillon assez grande, dans la grande majorité des cas, cet écart, l'écart entre la fréquence et la probabilité, est inférieur à 1 sur racine de n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la grande majorité des cas? Bon, ben, vous allez voir, ça veut dire quoi la taille d'échantillon n assez grande? En fait, si on voudrait rentrer un peu plus dans les détails, c'est pas que la taille d'échantillon, c'est également la valeur de la probabilité. Et on peut dire que si on a une probabilité qui n'est pas trop sur les bords, c'est-à-dire pas trop proche de 0, pas trop proche de 1, à partir de 100, donc cette règle en général est respectée. Et elle est respectée à 95% des cas. C'est-à-dire on va avoir dans 95% des cas, cet écart qui sera inférieur à 1 sur racine de n. Et 95% des cas, c'est pas mal. Donc l'exemple, c'est ce que nous avons fait en introduction. Donc je rappelle qu'on a pris un échantillon, on a fait augmenter, donc c'était le lancer de dés, on a fait augmenter le nombre de lancers, et on a observé l'écart entre la fréquence et la probabilité. Donc la probabilité, c'était 1/6, la fréquence, eh bien, on faisait plusieurs essais, donc la fréquence, on l'a constatée, on l'a calculée, le nombre de fois où on a eu une issue divisé par la taille de l'échantillon, et écart moyen, pourquoi? Parce qu'on a fait la moyenne entre les 6 issues, tout simplement. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a calculé l'écart et on a fait la moyenne. Donc on avait cette courbe-là, on s'était dit, oui, mais cette courbe elle ressemble à 1 sur n, on a tracé 1 sur n, on a vu qu'il était bien en dessous, on a tracé 1 sur racine de n, et là on voit dans cet exemple que, eh bien, ils sont toujours en dessous de 1 sur racine de n. Donc vous voyez, on a fait des échantillons de 100 jusqu'à 100 000. Et on a fait tous les 1000, je crois.
Donc vous voyez qu'ici, la règle est toujours vérifiée. Est-ce que ça sera toujours le cas? Non. Mais dans la grande majorité des cas, ce sera le cas. Alors on peut utiliser tout cela pour faire des estimations. Pour estimer une probabilité, ou la proportion d'un caractère dans une population, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un échantillon de taille n, on va calculer sa fréquence, et on va estimer la probabilité à la valeur de la fréquence observée. Donc en gros, on va dire la probabilité, c'est la fréquence qu'on a observée. Maintenant, est-ce qu'on sera sûr? Non. Est-ce que la probabilité, c'est exactement ça? Non. Mais, si n est assez grand, on pourra dire que la probabilité, on a beaucoup de chances qu'elle soit proche de cette fréquence. Plus précisément, dans la grande majorité des cas, l'erreur entre cette fréquence et la probabilité sera de 1 sur racine de n. Et donc ça va nous permettre de pouvoir accepter ou rejeter une décision. Par exemple, donc je vais prendre une pièce et je vais lancer 100 fois. Elle tombe 30 fois sur la face-face. Alors, la fréquence observée, c'est 30 sur 100, ça fait 0,3. Et donc je peux dire que la probabilité de face est 0,3. Okay. Est-ce que j'en suis sûr? Non. Est-ce que ça peut être 0,29, ça peut être 0,5, ça peut être 1. Est-ce que je peux dire que la pièce est truquée? Je ne sais pas. Eh bien, pour cela, ce qui serait bien, c'est de travailler avec notre intervalle d'écart. Donc si je fais 1 sur racine de n, ça fait 0,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la grande majorité des cas, la probabilité réelle, elle sera à 0,3 plus ou moins 0,1. Donc c'est 0,1. Donc ça veut dire l'écart ici entre... Dans la grande majorité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans la grande majorité des cas, l'écart entre la vraie probabilité et la fréquence observée est de 0,1. Autrement dit que dans la grande majorité des cas, la probabilité serait entre 0,4 et 0,2. 0,4 et 0,2. Donc vous voyez que dans cette plage, de 0,2 à 0,4, on ne touche même pas le cas où la pièce n'est pas truquée, c'est-à-dire 0,5. On est trop loin. Hein, quand on fait 0,3 moins 0,5, c'est 0,2, c'est supérieur à 0,1. Donc, on peut dire avec assez de certitude que cette pièce est truquée. On peut dire les choses autrement. Si jamais la pièce n'était pas truquée, sa probabilité serait 0,5, et donc l'écart entre une fréquence observée et la probabilité devrait être inférieur à 1 sur racine de n. Or, ce n'est pas le cas ici, donc je peux rejeter mon hypothèse de départ, qui était le dé n'est pas truqué, et donc conclure que le dé est truqué. Si je prenais un deuxième échantillon, et que je trouvais une fréquence observée de 0,45, et donc que je faisais une estimation de la probabilité à 0,45, cette fois-ci, je pourrais dire avec assez de certitude que la pièce n'est pas truquée. Pourquoi? Parce que j'ai un écart acceptable de 0,1. Donc toutes les fréquences entre 0,4 et 0,6 nous permettraient de dire avec assez de certitude que le dé n'est pas truqué. Bon, si jamais on a un doute, on peut aussi prendre d'autres échantillons, ou bien surtout augmenter la taille de l'échantillon. Ça permettra de réduire le risque d'erreur de notre estimation. On prend un deuxième exemple avec le sondage, donc le même que précédemment, et je vais interroger 100 élèves. Et je vais trouver les fréquences pour A, pour B, pour C, ci-dessous. Donc j'ai trouvé des fréquences, n est assez grand, et je vais pouvoir estimer les intentions de vote avec ces fréquences observées. Si je veux être un peu plus précis, en utilisant mon écart, je peux dire avec assez de certitude que la probabilité réelle est incluse dans un intervalle de 0,1. Parce que si j'ai 100 élèves, encore une fois, donc 1 sur racine de n, ça fait 1 sur 10, 0,1. Donc un intervalle de 0,1 autour de cela, ça me fait 0,19, 0,39. 0,1, 0,3, 0,41, 0,61. Est-ce que cet échantillon me permet de conclure sur l'estimation globale des intentions de vote? Alors mettez la vidéo sur pause et on va essayer de faire un petit sondage qui devrait apparaître quelque part. Et vous allez répondre à la question suivante. Est-ce que on peut dire avec assez de certitude que c'est le candidat C qui va être élu? Voilà, on reprend. Donc, on voit qu'ici, finalement, il n'y a pas de superposition entre les deux qui sont en tête.
Est-ce que c'est le cas? Oui, parce que là, vous voyez, il s'arrête à 0,39 et celui-là, il commence à 0,41. Donc, on peut dire avec assez de certitude que c'est le candidat C qui va avoir le maximum de votes. Si jamais on avait une superposition ici entre l'intervalle supérieur, entre la borne supérieure de P de 1 et la borne inférieure de P de C, eh bien, on aurait moins de certitude. Et très certainement, il faudrait prendre une taille d'échantillon un peu plus grande ou d'autres échantillons pour pouvoir conclure. Voilà, on a terminé sur ce chapitre. Donc vous voyez que on est dans deux domaines très différents, les probabilités qui sont très mathématiques avec des certitudes et les statistiques qui correspondent plus à une réalité. Eh bien, on peut faire le lien entre ces deux mondes. Ça peut paraître un peu frustrant parce qu'on vous donne ici des résultats sans expliquer comment on y est arrivé, notamment l'écart, à part sur l'observation. Mais vous verrez plus tard que tous ces résultats sont bien entendu démontrés, démontrables en utilisant des capacités algébriques. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser vos questions et surtout, exercez-vous.